On va attaquer cette table ronde hein, sur les défis de la qualité et de la sécurité alimentaire. On va commencer, alors je vous propose de commencer par un tour de table des intervenants. Je te laisse la parole et puis on va faire le tour de table. Bonjour à tous, Yacine Essali, donc IBM. Moi, je m'occupe chez IBM de solutions pour la supply chain qui sont infusées par de l'IA et de la blockchain et qui sont pour beaucoup spécialisées dans la traçabilité de manière générale, alimentaire, mais aussi non alimentaire, textile, pièces automobiles, pharma. Et, donc, je m'occupe de ces solutions-là. Et par ailleurs, je fais écho de l'écosystème IBM interne, puisqu'on a un industriel qui a sa propre supply chain, donc ses propres contraintes, etc. Et puis, c'est aussi un écho qu'on essaie de sortir sur le marché, de comment les nouvelles technologies, quand on les applique à l'échelle industrielle, s'opèrent. Merci. Bonjour à tous, Florian Desne, cofondateur de la société Proxy. Nous mettons à disposition une technologie marketplace dans les produits alimentaires et plus précisément dans les produits frais. Et notre objectif est de digitaliser l'ensemble des processus entre les acheteurs et les vendeurs pour apporter le maximum de transparence et de traçabilité pour pouvoir la communiquer aux consommateurs. Merci. Bonjour à tous, Sylvie Pierre de l'ISARA. On est en local à Lyon, école d'ingénieurs en agriculture, agronomie et agroalimentaire. Et donc voilà, je suis enseignante et consultante en système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Merci Sylvie. Jean Piquet, voilà, je suis l'un des fondateurs de Crystal Chain. On a démarré notre aventure il y a 5 ans. Nous avons 2 pôles majeurs, essentiellement l'agroalimentaire, avec différentes filières comme ça va du poulet, les fruits et légumes. Alors pas encore le poisson, mais ça viendra bientôt. Les légumineuses, les céréales. Et en fait, on a démarré il y a 4-5 ans avec Carrefour. Donc la première catégorie qui a été mise en œuvre l'a été entre Carrefour et nous-mêmes, Crystal Chain, sur le poulet. Voilà. Bon, et puis moi-même, c'est Philippe Marcel, direction Captronic, Captronic, association loi 1901. On aide les entreprises à mettre des systèmes embarqués, des capteurs et du logiciel embarqué dans leurs process ou leurs produits. Moi, j'ai aussi un passé d'expert en traçabilité agroalimentaire et dans les ERP agroalimentaires aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par Sylvie pour recadrer un petit peu à la fois les termes entre qualité et sécurité et puis un petit rappel normatif pour qu'on puisse démarrer la suite. Oui, donc effectivement, pour commencer ce sujet, en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la traçabilité. Donc, selon la norme ISO, en fait, la traçabilité, c'est la capacité à tracer un produit, de retrouver son historique, le localiser et l'identifier. Donc, un ensemble d'activités, de services unitaire ou un ensemble qui soit homogène, de pouvoir l'identifier et de le marquer. Donc en fait, en agroalimentaire, l'idée, c'est de retrouver le pas à pas, toutes les étapes de transformation qu'il y a eu sur un produit. Et donc de ce fait, d'un point de vue européen, la traçabilité est une exigence réglementaire. Elle est encadrée dans ce qu'on appelle le paquet hygiène, qui est le règlement 178/2002, donc applicable à tous les pays de la communauté européenne, de la même façon et en même temps. Vous avez également les référentiels IFS, BRC, qui sont des référentiels essentiellement pour les produits à marque de distributeur, qui reprend ces exigences-là. Et vous avez également les normes ISO 22000, qui est spécifique à l'ensemble de la chaîne de la valeur agroalimentaire. Donc l'ensemble de ces normes et référentiels reprennent les exigences de traçabilité. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on va mettre en place une traçabilité? C'est d'abord pour apporter la conformité du produit, pour montrer sa conformité. Donc on a un invité surprise. C'est montrer sa conformité, c'est garantir la sécurité et montrer que le produit est bien conforme aux exigences attendues. Donc ça, c'est absolument fondamental. Ensuite, on va avoir le deuxième point de la traçabilité qui est éventuellement pour des gains en termes de production,
d'organisation, de gestion des données, de gains de productivité, de gestion des non-conformités, gestion des stocks. On a également, en fait, en troisième point, la traçabilité pour les exigences de retrait-rappel. Exigence de retrait-rappel. Donc, dans l'agroalimentaire, on voit qu'effectivement, pour l'instant, c'est une exigence qui est importante. On a beaucoup de retrait-rappel ces temps-ci. Je vous avais entendu pour la crise du sésame avec l'oxyde d'éthylène, où on a eu besoin d'avoir une traçabilité qui était fiable, efficace, avec un bon grain de données. D'accord ? Ne pas faire trop de rappels, mais en faire suffisamment pour sécuriser le consommateur. Parce qu'on est bien d'accord que pour ce qui est important pour l'industriel, c'est de mettre sur le marché un produit qui est sain et sûr pour le consommateur. D'accord ? Donc sans danger, ça veut dire que l'industriel va devoir faire une analyse des dangers et, voilà, et à bien différencier avec la notion de qualité gustative ou nutritionnelle des produits. Voilà, donc voilà les éléments importants sur la traçabilité. Merci Sylvie. Alors, je vous propose après, avant d'attaquer les aspects un peu technologiques, hein, parce qu'il y en a qui sont cités un petit peu revenir déjà sur une première notion, peut-être que c'est sur la notion d'information et de données, déjà rappeler un petit peu la différence entre information et données, on l'a déjà rappelé hier. Une information, c'est construit à partir de données, donc on a un gros problème avec ça entre le data, derrière data on met tout et n'importe quoi. Et enfin, en termes de traçabilité, comme l'a dit Sylvie, merci. Comme l'a dit Sylvie, en fait, on a besoin d'informations. Hein. On n'a pas besoin de data brute, hein, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais me tourner plutôt vers Proxy pour savoir quelles sont les informations actuellement qui sont les minimales à digitaliser que vous apportez dans toute la chaîne. Alors, dans les produits faits, donc on se retrouve avec l'aspect réglementaire, qui est le premier volet sur lequel aujourd'hui, aussi bien la chaîne de valeur côté producteur et côté acheteur va se retrouver. Mais de plus en plus, il y a un aspect sociétal et un aspect information qui sont portés par le consommateur, avec une réelle envie de venir apporter un complément d'information sur l'aspect provenance. Et donc notre approche, elle va être de permettre dans la chaîne de valeur de mettre à disposition des interfaces qui vont venir en add-on des outils utilisés par les acteurs dans la production pour qu'ils puissent venir insérer la donnée d'approvisionnement. Quand on regarde de plus près, par exemple, la filière mère, il y a des informations qui vont être liées à des zones de pêche, à des modes de pêche. Et cette information-là, une fois qu'elle va être rentrée par le fournisseur lors de son acte de référencement et son acte de vente, va suivre l'ensemble du cycle d'acheminement du produit jusqu'à la réception au niveau de l'acheteur. Et nous allons transmettre ce type d'informations aussi simplement que sur des espaces comme des étiquettes ou des QR codes, ou faire le lien et le passerelle avec des outils plus spécialisés pour qu'elles puissent être interprétées et vulgarisées. Merci. Alors, Jacques, on va peut-être maintenant parler sur la... On va parler techno, enfin on va faire les échanges. Au niveau de... Là, on a parlé d'échange de données, il va falloir la transmettre entre différents intervenants. Et comment ça va se structurer tout ça ? Juste sur les données, ça fonctionne ? Vous m'entendez ? Ok. Juste sur les données, alors je parle un peu blockchain. Hein. Blockchain, de façon très modeste, c'est collecter les données, à minima, et ensuite pouvoir les transformer en informations qui ensuite, avec des algorithmes qui sont moins notre travail, permettent de prendre des décisions. Et c'est restitué sous forme d'indicateurs. Un élément complémentaire à ce que tu dis, Florian, c'est de faire en sorte que pour un écosystème, alors que ce soit, je vous ai parlé de la filière poulet, mais on travaille également sur les fruits et légumes, on travaille sur les légumineuses, voilà, une multiplicité de catégories de produits. La difficulté, c'est que dans l'écosystème, vous avez des acteurs de taille très très différentes, de maturité digitale très très différentes, accessoirement aussi avec des ressources humaines pouvant être mises en œuvre très très différentes.
avec des systèmes d'information. Parfois, ils sont déjà IBM, où ils ne le sont pas encore, mais une saurait le tarder. Et d'autres, réellement, vous savez, c'est plutôt un tableau Excel. Et la difficulté, c'est que dans une chaîne, dans un écosystème, la solidité de l'écosystème n'a de sens que si 100% à terme des données sont collectées. Sinon, il n'y a pas photo. On sait très bien que lorsqu'il y aura un problème, sanitaire ou autre, c'est pile le pourcent qui aura manqué. Donc dans le prolongement du propos que tu avais, Florian, l'idée de base, à l'origine du travail qu'on a pu réaliser, était de faire en sorte que l'information, qu'on soit au fin fond de la pampa argentine, et on travaille sur la filière entre autres de la laine, du mouton, qu'on soit, et donc là il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de wifi, on peut juste envoyer au mieux un SMS. A contrario, lorsqu'on a des systèmes et qu'on peut fonctionner en machine to machine, on le fait. Voilà. Donc c'est vraiment mettre à disposition, peu importe le device, et il peut y avoir des IoT sûrement qui peuvent compléter cette mise à disponibilité des données, mais voilà, toute l'information doit pouvoir être aisément disponible. Merci. Oui. Et Yacine, je te laisse compléter aussi, parce qu'il y a aussi la notion de tiers de confiance dans la donnée, etc. On a un peu abordé ces sujets-là. Alors oui, je pense qu'on a un peu trop vite plongé dans la techno. Moi, j'aime pas trop ça, même si on est en fournisseur de techno, mais je préfère prendre du recul et parler usage, pourquoi faire. Donc on parle de traçabilité pour des notions de sécurité alimentaire. Il y a aussi de la traçabilité pour pouvoir aussi en faire un argument marketing, la traçabilité pour pouvoir optimiser ses flux de production, etc. Donc les objectifs sont différents et les marques ou les CPGistes ou les producteurs vont avoir des objectifs différents et donc ils vont adhérer à cette notion de traçabilité avec des finalités différentes. Et donc à partir de là, l'écosystème à drainer, l'écosystème à convaincre va différer aussi. Et deuxième chose, c'est il ne faut pas rêver trop grand, il faut commencer pas à pas et arriver petit à petit à convaincre chacun des protagonistes à aussi capter de la valeur. Parce que c'est la question clé, c'est on va aller voir le transporteur, le producteur, etc. Partagez-nous de la donnée, etc. Il va dire qu'est-ce que j'y gagne. Il faut pouvoir être capable de communiquer la valeur partagée, d'adhérer à une équipe, d'adhérer à un club. C'est cette notion-là. Tous les clubs qui sont créés, les équipes, etc., c'est qu'il y a une valeur partagée et on y adhère parce qu'on contribue et on y gagne en retour. C'est la même chose avec la blockchain, c'est la même chose avec cette notion d'écosystème et de blockchain, de système de traçabilité. Il faut avoir un but commun ou un ennemi commun. Et si on n'a pas un des deux, ça ne sert à rien, c'est du gâchis de temps, etc. Donc un but commun, ça va être optimisation du gaspillage alimentaire, traçabilité, etc., etc. Et donc c'est beaucoup de travail de communication. La technologie, elle est là, c'est déjà industrialisé, il y a des réseaux qui sont à l'échelle, il y a des grands industriels qui sont dedans, des tout petits qui sont aussi dedans, mais il ne faut pas y aller juste pour dire « moi aussi je fais », mais il faut y aller avec un but aussi partagé avec l'écosystème. C'est un peu le prisme différent que je prendrais. Juste pour rebondir là-dessus, effectivement, de toute façon, je dirais à la base de tout, c'est de quelle information on a besoin déjà pour produire et ensuite pour communiquer. Et donc, c'est ce choix de l'information qu'on va collecter, quelle information, comment et pourquoi et qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc ça, c'est absolument majeur dans le système pour les industriels au départ, pour la mise en place de leur système. Oui, je veux juste rebondir là-dessus. Alors doucement, je commence à avoir des cheveux gris, voire moins de cheveux. Juste pour dire qu'il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de ECR, Efficient Consumer Response, qui était d'établir au service du consommateur, consumer, une relation entre les fournisseurs et les distributeurs. En gros, la montagne a accouché d'une souris parce que la confrontation entre les distributeurs et les fournisseurs n'a jamais été aussi vive et les négos se préparent
et ça sera toujours aussi vif. Ça a quand même accouché juste d'une chose très très intéressante, le management de catégorie. Et dans le management de catégorie, ce qui ressort, c'est qu'on doit regarder l'intégralité de la chaîne. Prenons par exemple la chaîne de la bière. Hein. Et ben, dans la bière, à la base, il y a des agriculteurs qui font pousser du malt. Accessoirement, on met aussi du houblon. Tout cela, il faut le transporter. Il y a des organismes stockeurs. Ensuite, il faut fermenter, il faut transformer. Ensuite, il y a de la distribution. Et ça arrive ensuite à des grands distributeurs. Et là, l'élément important, c'est que par rapport à ce qu'on avait vécu il y a une vingtaine d'années dans l'ECR, il n'y a pas deux énormes champions qui se font le bras de fer. Hein, il n'y a pas le grand... à l'époque, c'était Walmart et Procter. Bon, maintenant, les poids relatifs ont un peu changé. Mais voilà, le petit agriculteur est aussi important que les autres. Donc, dans la conduite du changement, dans la philosophie, dans la vision qu'on peut avoir vis-à-vis du consommateur, c'est qu'il n'y en ait pas un qui se conduise en « je vous dis, il faut faire cela ». Il y a un seul élément, en effet, c'est si ça s'impose de façon réglementaire. Là, il n'y a pas photo, ce n'est pas un distributeur, ce n'est pas un fournisseur, ce sont les éléments européens ou supranationaux, ou voilà. Mais en dehors de cela, et c'est là où vraiment je suis vraiment en phase avec toi, Yacine, c'est de la conduite du changement. C'est comment on explique, dans un premier temps, dans une logique B2B, ensuite ça viendra en B2C, parce qu'il faut que le consommateur aussi, doucement, comprenne des choses pas si évidentes, et on lui fait passer beaucoup de messages d'un seul coup. Donc, mais déjà dans une logique B2B, et c'est vrai que la blockchain ne donne pas de primauté à un des acteurs. C'est la plateforme blockchain qui permet à tout acteur d'y rentrer à sa façon et à nouveau selon sa maturité. Merci. Oui, alors je reviens un petit peu peut-être, Sylvie, on va préciser aussi cette notion d'information en termes de process et en termes de qualité, qui sont des informations complètement différentes. Même du côté de proxy, on dira la même chose, parce qu'il y a des fois où l'information doit suivre le produit, il y a des fois où elle ne va pas suivre le produit. Voilà. Effectivement, notamment vis-à-vis des exigences qualité et de sécurité alimentaire, on a obligation d'apporter la preuve que le produit est sain et sûr pour le consommateur. Donc comment est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir forcément le flux de produits qui va devoir être conjoint avec le flux d'informations et de toutes les informations qui vont permettre d'apporter la preuve que le produit il est sain et il est sûr. Donc par des températures, des relevés de poids, avec de la métrologie légale, avec de la température contrôlée, etc., de valider des valeurs pasteurisatrices, etc. Et il va falloir qu'il y ait bien toujours ce couple produit-information qui arrive à suivre et qui soit juste. Donc c'est comment est-ce que je vais collecter la donnée, quelle est l'information que je vais collecter, comment je vais la collecter, comment est-ce que je vais la sécuriser pour la passer au maillon en après, que ça soit en interne pour l'atelier d'après, ou bien pour l'acteur suivant, mon client, ou bien voire même le consommateur final. Et donc toute cette information, elle est vraiment importante à collecter, et c'est comment est-ce que je vais la collecter, où est-ce que je vais la stocker, comment je vais la stocker, en ayant des outils qui soient simples, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, dans les entreprises, que ce soit moi j'accompagne plutôt des PME, on n'a pas forcément des moyens, voire des startups, c'est un petit peu à la cuisine, comme de temps en temps, il y a des entreprises qui ne sont pas plus grandes que notre salle, là, et donc on n'a pas des moyens extraordinaires, donc il faut faire avec, donc il faut trouver le bon outil pour répondre à ce besoin-là. Florian, un commentaire? Alors, quelques précisions par rapport au périmètre sur lequel nous on intervient. On s'est spécialisé dans les produits ultra frais. Alors l'ultra frais, ça va représenter la boucherie, ça va représenter les fruits et légumes, ça va représenter la marée, la boulangerie-pâtisserie, le fromage. Sur les trois familles, boucherie, marée et fruits et légumes, c'est plus ou moins 70% des volumes. Et sur cette partie traçabilité, le premier enjeu sur lequel nous sommes
les uns et les uns confrontés, c'est qu'on est sur du vivant. La viande, une fraise, un poisson, c'est du vivant. Et cet enjeu-là de standardiser les référentiels, de les rendre communs pour que l'ensemble des acteurs parlent le même langage, pour nous est la première étape sur laquelle il est très important de pouvoir démarrer et de l'accompagner via cette donnée qui va être rentrée de manière soit manuelle, soit qui va être collectée à travers des outils, des ERP, des acteurs existants, et ça va être de le faire vivre. On est moins, dans notre cas, confronté à des cycles de production, comme ça peut être le cas sur des produits industriels ou semi-industriels. Donc on est bien loin de ce qui peut se faire dans d'autres divisions. C'est plus traditionnel. Je rejoins mes collaborateurs là, sur ce tour de table, où il y a une vraie notion d'accompagnement et de pédagogie. Bien souvent, l'approvisionnement sur ces produits ultra frais, c'est dans la grande majorité des cas des petites PME, des fois 5, 6, 7 collaborateurs, et il faut les accompagner. Il faut leur faire percevoir quel intérêt et quelle valeur ils vont pouvoir avoir à adopter une technologie, à prendre le temps nécessaire pour le renseigner, à faire des changements dans leur processus interne, et quelle valeur derrière leurs produits à travers leur cycle de commercialisation et l'impact auprès des consommateurs. Donc il y a une grosse notion d'éducation, et c'est d'autant plus vrai dans la partie des produits non standardisés, et c'est le cas dans notre domaine d'activité avec 5 familles de produits ultra frais. Et donc le reste des informations qui sont, j'allais dire, plutôt à destination type Nutri-Score, etc., n'a pas besoin de suivre le produit nécessairement. Elle va suivre tout ce qui est Nutri-Score, elle ne va pas suivre de la même façon que la traçabilité, puisque le Nutri-Score ne va pas être lié à un produit qui a été fabriqué à un instant donné, mais qui va être sur un produit, voilà, c'est un biscuit, voilà, mais ce n'est pas le biscuit fabriqué le jour J, etc. Donc on n'aura pas la même notion de traçabilité. Par contre, il va falloir pouvoir faire le lien entre le biscuit et ses valeurs nutritionnelles. Donc là, il va falloir mettre en place des choses. Oui, et là on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle, c'est que on n'est pas obligé d'avoir tout de façon synchrone. Il y a certaines... Alors, je prends un peu l'image, et je la partageais avec toi Philippe tout à l'heure, je prends un peu l'image de la comptabilité. Alors, on n'aime pas tous la comptabilité, mais c'est vrai que tout au long de l'année, il y a des notes de frais, on peut les rentrer un peu quand on veut. Il y a des charges qu'on peut enregistrer, etc. On peut le faire quand on veut, on n'est pas obligé de le faire pile là quand on va sortir du salon. Hein. Par contre, il y a des moments où toutes ces données doivent être disponibles. Hein, en fin d'année ou voilà, lorsqu'on tire le bilan. Et bien, la blockchain, la collecte des données, c'est un peu la même chose. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est que vous avez un certain nombre d'acteurs, et Florian, tu indiquais, hein, certains où c'est encore manuel. Ben, vous savez, quand on est dans les champs, qu'on est en pleine récolte, on n'a que la météo gronde, et donc il faut vite ramasser, et on a quelques heures devant soi. Si on est contraint d'enregistrer des données, les mettre à disposition quasiment en même temps qu'on fait le travail, juste on oublie. Alors il y en a certaines, il n'y a pas photo. Donc on peut le faire de façon asynchrone. De la même façon, et dans la démarche technologique qu'on a dès le départ, on s'est dit ça ne doit pas modifier les systèmes existants. C'est-à-dire les solutions se greffent à ce qui existe. On ne doit pas rajouter une couche. Hein. Et ces différentes nouvelles contribuent à nouveau, dans une logique de conduite du changement, à ce que, quelles que soient les données, et pour certaines données réglementaires, on peut les faire en janvier, en février, enfin on n'est pas obligé de le faire pile poil à tel moment. L'essentiel, c'est qu'elles soient enregistrées, que ces données ensuite deviennent des informations, et surtout qu'on ne les change pas, qu'on ne les modifie pas au dernier moment, en faisant croire, parce que ça peut aider à passer un audit ou faire croire que la récolte a été faite à tel moment alors qu'elle a été faite 4-5 jours après. Voilà. Et l'inscription dans le marbre,
Donc Yacine et moi-même, c'est ce que nous regardons à travers cette technologie blockchain. Yacine? Qu'ajouter de plus, c'est juste il faut remettre le client au centre parce que le consommateur, on l'a oublié un peu, hein, on est tous. Hein, et il y a deux choses à rappeler. Le Covid étant passé par là, il n'est toujours pas parti. Ça a remis des habitudes de consommation avec un peu plus de quête de sens. C'est-à-dire tous les sondages qu'il y a eu, etc. On voit bien que sur le terrain, ce n'est pas juste du blabla. Des gens sont capables de pouvoir payer 10% plus cher. On parle de catégorie 18-35 ans, pas plus. Ils peuvent payer, ils se permettent de payer 10% plus cher pour avoir des produits qui sont plus responsables. Et on voit le développement des marques, des chaînes de marques bio, etc. Je ne vais pas citer des marques là-dessus, mais les chaînes de distribution, ça a commencé à fleurir. De l'autre côté, ils peuvent se permettre de rallonger des délais de livraison pour avoir un impact environnemental plus faible. Donc on voit un changement d'habitude d'une part. De l'autre côté, il y a des organismes comme Foodwatch qui commencent à lever des alertes sur des scandales alimentaires. On a eu le sésame, il y a eu les œufs, il y a eu la viande de cheval. Il y en aura toujours. Des rappels et des retraits de produits, il y en a tous les jours. Il suffit qu'on ouvre un peu les yeux et qu'on se balade. Et on aura toujours une petite affiche, un petit papier A4 avec quelques numéros barbares qui sont inscrits dessus. Mais en fait, c'est un rappel, un retrait. Et lorsqu'on est dans ce domaine et qu'on regarde bien, il y en a tout le temps. Et donc, on n'attend pas qu'il y ait un grand scandale pour qu'on puisse agir. Le consommateur, au final, il perd confiance dans la marque. Il suffit qu'il voit cette affiche, qu'il se dise « Tiens, je bascule ». Ouais, c'est devenu versatile, etc. Et donc, c'est à partir de ces notions-là qu'il faut après se dire de quoi a besoin le consommateur. Il a besoin de plus de confiance dans la marque, il a besoin de plus de traçabilité, de transparence sur ce qu'il y a dedans, les ingrédients, comment ça a été fait, transformé, et on parle de ultra transformé, etc. Mais même sur le frais, il y a des stats, je ne connais pas très bien les stats, mais on parle de beaucoup de fraude là-dessus, d'un point de vue alimentaire, des choses qui se disent frais, bio, mais qui ne le sont pas. C'est de l'ordre des dizaines de pourcents. Donc tout ça, les consommateurs commencent à regarder, ils sont pas dupes, ils voient sur Internet, ils voient des choses, et du coup, ça modifie leur culture, leur habitude d'achat. Et la marque ou le producteur ou le fournisseur, il a besoin d'apporter des évidences. C'est ce qui importe. Moi, je dis, je fais du bio, j'ai des évidences comme quoi je fais du bio. L'abattoir avec qui je travaille, il ne va pas faire autre chose. Il y a des évidences. Et là, la technologie vient pour apporter cette notion de notarisation de ces évidences pour éviter qu'elles soient altérées, modifiées, etc. Et là, la blockchain intervient, je dirais, en troisième niveau en tant que technologie. Mais d'abord, c'est cette notion de j'apporte une notion de clarification, de transparence à des consommateurs qui, de toute façon, deviennent de plus en plus versatiles. Et ça, je remets ce prisme comme ça parce que c'est plus important. Et on l'a vu, parce qu'on a un peu initié cette démarche de traçabilité alimentaire, parce que Walmart avait vécu un incident majeur qui lui a coûté des centaines de millions d'euros de retrait. C'était Escherichia coli, et il y a eu un mort, donc forcément ils ont dû tout rapatrier. Et c'était l'initiation de IBM Food Trust, la plateforme de traçabilité, etc. Mais qu'au final, c'était pour répondre à ce besoin-là. Mais on se rend compte qu'il y a eu d'autres personnes, un producteur de cacao qui a lancé, qui s'est dit « Pourquoi moi je suis derrière la scène ? Je veux me mettre au devant. Et je veux communiquer sur le fait que l'équitable, le bio, etc., c'est moi qui le fais vraiment. Et je fournis des évidences. » Et donc il a chanté pratiquement tout le circuit en se mettant en avant. Et les autres ont suivi toute la chaîne. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la technologie, Internet, etc., permettent justement à tout le monde de se mettre en avant et de partager la valeur qu'il a dans ces données et dans ces informations. Alors, avant de voir si de prolonger, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Oui. J'en ai une. Vous parliez traçabilité comme argument marketing, argument de réassurance.
Est-ce que vous avez des chiffres sur, par exemple, les poulets Carrefour, sur 100 vendus, combien de fois le QR code est scanné? Et est-ce qu'il y a une accélération de ces scans de QR code depuis que le QR code est entré dans nos vies quotidiennes? Oui, il y a des informations. Je ne vous donnerai pas les chiffres précis parce que je ne suis pas autorisé à le faire. Par contre, je peux vous donner une orientation. Le premier élément, alors j'avais une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle immédiate, c'est que l'impact sur les chiffres d'affaires n'est pas du tout évident. Je veux dire, on peut se raconter des histoires en se disant, voilà, hop, je vais augmenter mes ventes de 5%, 10%. On a vu, alors on parle de poulet, mais je peux parler de... Enfin, on a suivi également des lignes de hamburgers, enfin beaucoup de lignes de produits. Vous savez, une fois qu'on a enlevé d'autres facteurs explicatifs, qui sont des actions de la concurrence, une politique promotionnelle, voilà. Donc, impact sur le chiffre d'affaires, bof. Néanmoins, on peut juste se dire, si je ne l'avais pas fait, si je ne prépare pas également le terrain, parce qu'on arrive progressivement, et c'est vrai, remettre le consommateur au centre, c'est quand même juste essentiel. Si on ne prépare pas le terrain, on risque d'avoir de gros problèmes. Et je connais pas mal d'enseignes, pas mal de fournisseurs qui en 20, 30 ans ont disparu, justement parce qu'elles ne se sont pas posées à temps ces questions. Je veux juste dire, enfin, vous l'avez peut-être observé, enfin, nous on l'anticipe déjà depuis à peu près une année, c'est quand même une stagnation, voire même un repli du bio dans beaucoup de catégories. Vraiment dans beaucoup de catégories. Enfin, vous avez un dossier très intéressant de Linéaire qui est réalisé, hein, que je vous invite à regarder, qui a été publié il y a une quinzaine de jours. Et quand on analyse cela, eh bien, c'est que le consommateur commence à se poser quand même beaucoup de questions sur l'origine du bio. Si vous voulez, du bio d'Espagne ou du bio ukrainien, voilà. Et il le fait au profit de productions locales, qui peuvent être bio ou pas bio. Hein. Ça veut aussi dire que la sensibilité aujourd'hui du consommateur, et je reboucle avec votre question qui est le taux de clic effectif, le QR code, combien il y en a, et ben là aussi, aujourd'hui, sur ces éléments précis, il est excessivement faible. Pourquoi? Parce que ceux qui cliquent, ce sont des gens qui sont déjà convaincus. Ce sont des gens qui sont déjà dans des réseaux, pour ne pas en citer, enfin Bio C'est Bon, Naturalia, enfin des Biocop, voilà, ils sont déjà acquis. Mais l'enjeu, c'est pas tellement vis-à-vis de ceux qui sont acquis, ce sont ceux qui alimentent justement la baisse du poids global des catégories de type bio dans les grandes enseignes. Voilà. Ensuite, il faut imaginer, et c'est un énorme, une question passionnante sur laquelle on travaille énormément, c'est juste rendre un ensemble de messages aisément compréhensibles pour le consommateur. Aujourd'hui, il n'y comprend plus rien. Alors, je fais fi au-delà des certifications, mais des labels, il y a trop de labels, plus de labels. Ensuite, quand on met tout ça sur l'étiquetage, il y a des éléments marketing d'étiquetage. Puis alors on va rajouter, il y a une couche, la loi climat, la biodiversité, allez on en met un peu, bien-être animal, juste rémunération des acteurs. Allez, on met encore pas d'utilisation des enfants sur le cacao et tout, mais il est paumé. Voilà, donc il y a un peu un travail en amont à faire pour délivrer. Alors, ça peut être un Planet Score, ça peut être... on n'a pas de chapelle là-dessus. Mais il y a encore un travail en amont à réaliser avant de délivrer aux consommateurs. Et ce travail doit être fait en B2B. Avec les fournisseurs des fournisseurs, en fait, tous les acteurs de cet écosystème. Néanmoins, ça va aller très très vite.
il peut y avoir une pression réglementaire qui est déjà le cas, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et donc, lorsque le consommateur l'exigera, et le cacao est un très très bon exemple. Hein. Le cacao, j'ai 2 minutes, Philippe. Oui. Ah ok, 1 minute. Le cacao est un très très bon exemple. Le cacao, c'est 40% du PIB de la Côte d'Ivoire. En gros, et alors, je ne sais pas si vous avez vu certains reportages, mais la récolte du cacao, c'est un capharnaüm, quoi. Enfin, c'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux. Les producteurs ne sont pas rémunérés, les enfants, alors là, ils y travaillent, etc. Donc, l'Europe, il était grand temps, a dit, attendez, quels que soient les grands groupes de transformation producteurs de chocolat, et vous les connaissez, hein, si il n'y a pas une visibilité claire sur les produits, on stoppe les importations. Donc en gros, on met la Côte d'Ivoire à genoux, et donc vous avez des conflits dans toute cette région d'Afrique. Voilà. Pourquoi? Donc c'est un des premiers éléments, exemple réglementaire, et donc il y a un délai qui est donné. Ce ne sont pas des années, ce sont plutôt des mois, et le compte à rebours est vraiment enclenché. C'est un des premiers exemples où, avec une volonté réglementaire, mais sous l'impulsion de consommateurs qui sont, est vrai, sont plus exigeants au nord de l'Europe que dans d'autres pays, mais c'est en train de se mettre en place. Voilà. Donc viendra prochainement une période où les taux de clic qui sont aujourd'hui juste la taille d'une feuille deviendront un bottin. Merci. Des réactions, Yacine? Oui, enfin, je suis pas trop convaincu par le fait qu'il faut aller chercher ceux qui ne sont pas convaincus pour qu'ils cliquent, parce que le taux d'attrition, il est sur ceux qui sont convaincus, qui cherchent, qui regardent à droite, à gauche, et c'est eux qui sont capables de bouger. Et donc, c'est eux qu'on doit amener à cliquer, à scanner, pour qu'ils puissent asseoir leur conviction et la marque. Celui qui n'est pas convaincu, il achète ou il n'achète pas. Il cherche même pas ce qu'il y a dedans. Et on en a pas mal quand même qui achètent par rapport au prix, parce que mine de rien, le prix reste un élément important. Et la marque, oui, c'est une grande marque, j'ai confiance, je prends de la MDD parce que j'ai des points de bonus derrière. Il y a aussi cette logique, on n'oublie pas. Donc on ne va pas discuter contre CSP++, mais il y a beaucoup de gens qui achètent par rapport au prix, par rapport à la MDD. Donc là où sur les taux de clics, etc., sur la population qui a une forte attrition de changement de marque parce qu'ils veulent regarder ce qu'il y a dedans et qui ne sont pas convaincus sur le fait que les aliments qui sont dedans, est-ce que l'origine elle est certifiée ou pas, etc. Là, on constate qu'il y a les sessions, les durées de session sont plus longues. C'est-à-dire que les gens restent plus longtemps sur la page. Et ça, c'est quand on fait du marketing, on mesure avec ces éléments. Lorsqu'on fait une page web, lorsqu'on fait la durée de session, c'est un élément important. Le taux de nouveaux visiteurs, le nombre de nouveaux visiteurs uniques, c'est un critère important. Ça, les marketeurs, ils le connaissent très bien. Ça fait partie des éléments. Oui, ce n'est pas un impact direct sur le chiffre d'affaires, mais comme pour le marketing, qui peut dire que le marketing a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires? C'est indirect. Et ces deux éléments, deux critères, ont été mesurés. Je ne peux pas donner de chiffres, mais ça a été mesuré parce que ça coûte pour certains moins cher qu'une campagne de pub de pouvoir afficher un QR code et dire « je suis transparent ». C'est des faits. Florian, sur ton marché? Alors pour ma part, on est un peu plus éloigné du fait de la typologie de produits sur lequel on est amené à travailler. Ce qui est certain, et les éléments que je peux communiquer ou en tout cas partager, c'est que quasiment la totalité des enseignes dans la grande distribution ont aujourd'hui un des enjeux prioritaires dans leurs approvisionnements et de répondre aux demandes de consommateurs sur de la transparence, la traçabilité et du local. Ça revient à faire écho aux éléments de réponse que nous venons de vous fournir, mais il y a un impact tellement fort et qui a été renforcé d'autant plus avec les derniers mois, avec cette crise sanitaire,
de découvrir l'acteur qui se cache à 30 ou 50 km derrière chez nous, d'avoir envie de dépenser son argent à travers lui, d'avoir un acte sociétal, de faire travailler l'emploi. Et donc ça, aujourd'hui, les marques, alors je ne vais pas parler de marques, excusez-moi, les enseignes l'ont compris. Les enseignes cherchent à tout prix à trouver des moyens pour ouvrir le référencement de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits, pour s'affranchir du côté 80-20 et de vouloir venir un peu customiser l'assortiment dans chaque secteur géographique. Et c'est là où, sans un outil technologique tel qu'il soit, donc nous ne sommes pas au niveau de la blockchain, mais nous partons du principe que la digitalisation, l'équipement de l'ensemble des acteurs est le premier pas à faire pour être le réceptacle d'une technologie blockchain demain qui peut apporter encore plus d'informations. Et j'aurais tendance, pour revenir sur l'aspect aussi de traçabilité, d'évoquer qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des enseignes françaises, sur les produits frais, on a encore des fois entre 40 et 45% d'erreurs d'étiquetage. Ça peut paraître aussi fou que cela soit, mais c'est le cas. Et aujourd'hui, un consommateur, ce qu'il a envie, c'est d'avoir une vraie fiabilité et une vraie information. Donc, sans aller plus loin, déjà aujourd'hui, dans la division des produits frais et alimentaires, il y a de vrais enjeux à répondre qui sont portés par les consommateurs, mais aussi entre les professionnels eux-mêmes. Juste par rapport à cette visibilité, on voit effectivement, et ça a été renforcé avec effectivement la crise sanitaire, que le consommateur se tourne de plus en plus vers les circuits courts. Et ça, c'est une vraie tendance qui se démarque. La région Rhône-Alpes, en tout cas Auvergne-Rhône-Alpes, met beaucoup d'efforts pour aller dans ce sens-là. Et donc tous les acteurs vont aussi dans ce sens pour aller. Le consommateur veut savoir d'où vient le produit et en fait, quel est le moyen le plus simple, c'est d'aller directement chez le producteur. Et donc, on voit vraiment une montée en croissance de tous les types de circuits courts, que ce soit des AMAP, des producteurs, des petits producteurs qui s'organisent, etc. Ça ne viendra jamais complètement contrer la grande distribution et ce n'est pas l'objectif, mais ça permet d'avoir des circuits qui sont parallèles et qui permettent d'avoir un vrai échange et une vraie visibilité de l'origine du produit. Et donc le consommateur commence à vraiment choisir son produit en fonction de comment est-ce qu'il a été produit, comment est-ce qu'il a été transformé, qui est-ce qui le fait, et quelles sont les valeurs qui sont portées par le producteur qui va derrière. Après, forcément, en fonction, plus on va sur un produit transformé, plus il y aura d'acteurs dans la chaîne. Peut-être juste 20 secondes, je prends sur mon quota d'une minute, juste pour les chiffres. Il y a quand même des impacts financiers non négligeables. Sur l'aspect, par exemple, supply chain, j'ai un cas de figure où les gains ont été de l'ordre de 2%. C'est énorme, c'est énorme. C'est 2% des coûts globaux de la supply chain, de l'ensemble de la filière. Il y a eu un gain de 2%. Et sur certains acteurs, en gros, là où ils devaient avoir des stocks et ça représentait 72 heures ou autre, parfois ils sont passés à des stocks, c'est quasiment entrepôt plateforme, quoi. Hein, les flux étaient considérablement accélérés. Ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément, en termes d'enjeux financiers, toujours pour ce client de restauration rapide, dont je ne peux pas citer le nom, mais qui avait été ébranlé par un de ses collègues, un concurrent qui en 2011, je pense que vous avez tous eu vent de ce problème en 2011, et qui a entraîné la démission de toute la direction de ce groupe de distribution. Ils ont voulu faire un test de rappel de l'eau. C'est-à-dire, c'est bien gentil, là, nos amis de blockchain, on a fait tout ce travail avec vous, allez, on va faire un test. Hop, imaginons, sur ce lot, il y a un problème. Et bien là où ils mettaient autour de 14-15 heures, ils ont eu la réponse en 5 secondes. Voilà. Et en sachant exactement, alors on l'a fait sur une région, il y avait 300 restaurants. Ils savaient exactement dans ces 300 restaurants combien il y avait de burgers qui venaient de tel lot. Voilà. Et ça se chiffre.
Ok, eh ben on va être obligé de s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps. Ben, je vous remercie toutes et tous et puis je remercie aussi les intervenants. Bon salon.